Merci beaucoup. Pour moi, c'est tout bon. Je trouve que c'est la même lumière que pour vous. Ouais, j'ai mis la même chose. Ok. Super. T'as lancé déjà les Ouais. micros? Ouais, Tout est impeccable. ok, là ça tourne déjà, après vous pouvez y aller quand vous voulez. Eh ben, c'est super. Ok. Bon, eh ben, on est parti. Je fais ma Allez. petite intro et Super. on y va. François Mallet, vous êtes humoriste, auteur d'un très beau livre, Fêlé, qui vient de paraître aux éditions Larousse. Vous êtes aussi patineur, bipolaire et gay. Et comme vous le dites aux États-Unis, vous seriez déjà une icône. Votre spectacle Heureux soient les fêlés met en avant les fêlures, les folies et ouvre une conversation salutaire sur les troubles psychiques. Vous faites partie de ce vaste mouvement de libération de la parole autour de la santé mentale et merci de faire ce pas parce que je suis bien placée pour savoir que c'est compliqué de parler de ces choses-là publiquement, ça l'est encore. J'ai été extrêmement touchée par votre livre qui est une véritable mosaïque de moments de vie décrits avec une grande sensibilité aux détails, aux odeurs, aux saveurs, aux couleurs. D'ailleurs, il y a un moment très émouvant où, en voyant ces couleurs, vous comprenez que vous êtes rétabli. Je ne spoile pas trop en disant ça parce que c'est justement votre rétablissement qui vous permet aujourd'hui de défendre ce livre, de monter sur scène, d'être sur ce fauteuil face à moi aujourd'hui. Donc merci infiniment d'être là. Et avant toute chose, la question rituelle de Folie Douce, comment ça va aujourd'hui, genre, vraiment? Bien, très bien. J'étais un tout petit peu angoissé de la rentrée il y a quelques jours et très bien. Merci Lorraine de me recevoir. C'est très touchant cette introduction. Merci d'être là vraiment. Et le fait de sortir le livre, c'est quand même assez inhabituel d'avoir une approche autobiographique, d'écrire sa propre vie quand on est si jeune, vous avez la trentaine. Est-ce que pour vous, c'est une tentative de se réapproprier une vie qui a été vécue en étant en partie un peu à côté ? Oui, c'est très juste. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture, pas tout de suite, que effectivement, il y a un spectacle qui existe, mais que c'était une histoire différente, en tout cas une manière différente de raconter ma jeune vie. J'avoue qu'à un moment, je me suis dit, waouh, écrire tout ça à 30 ans, à la fois, il m'est arrivé plein de choses et en même temps, je me disais, est-ce que c'est pas un peu tôt pour écrire une autobiographie? Après, est-ce qu'on appelle ça autobiographie, autofiction, on voit. Mais oui, c'était très introspectif. Plus j'ai avancé dans l'écriture, plus ça m'a plu, plus je pense que j'ai trouvé mon ton et plus je me suis livré. Je pense qu'au fur et à mesure, j'ai fait tomber des barrières. Au début, c'est chouette d'écrire, j'étais très excité, mais un peu impressionné, j'avoue. Et c'était pas une aventure à laquelle j'avais pensé de prime abord. Et très impressionné au début et après, j'avais plus envie de m'arrêter. C'est un geste nouveau d'écrire. Vous avez jamais eu de journal ou c'est quelque chose qu'on conseille souvent en santé mentale d'écrire, Bien de faire sûr. du journaling, comme on dit. Eh ben non. Alors, si, un tout petit peu, et je pense qu'on y reviendra peut-être après, pendant les périodes où j'ai été hospitalisé, Ouais. j'écrivais un petit peu parce que tellement de plein de choses et un trop plein d'émotions que ça me faisait du bien, mais vraiment sur le moment, c'était nécessaire. Mais sinon, j'ai jamais été quelqu'un qui écrivait. Je dansais les choses que je ressentais, mais pas beaucoup d'écriture. On peut pas tout faire, on peut pas s'entraîner des heures tous les jours et écrire Exactement. son journal intime. Alors, à la fin du livre, vraiment, je suis désolée parce que moi, je spoil les livres, en fait. C'est vraiment un énorme problème que j'ai. Je vais littéralement dire la dernière phrase du livre. Ça m'a fait du bien d'en parler. Est-ce que vraiment, en parler, ça fait du bien ? Parce qu'on a parfois l'impression que parler de ces troubles peut, au contraire, les réactiver. C'est quelque chose que j'observe parfois dans le fauteuil de Folie Douce, voire les aggraver. Comment on différencie le moment où on sort du déni et où on enlève le masque et où en parler publiquement, en fait, ça fait réellement du bien? Moi, en tout cas, pour répondre, ça me fait du bien. Je crois que ça m'a fait assez rapidement du bien de pouvoir en parler, que ça soit en thérapie, et la thérapie continue, et publiquement, vraiment, dès que j'ai eu la possibilité, c'est pas arrivé tout de suite, mais dès que j'ai eu la possibilité d'en parler publiquement, notamment via la scène, ça a pris un certain nombre d'années. Je me suis rendu compte. Oui, parce que je pense à ce passage dans le livre où vous racontez que les premières fois sur scène où vous avez envie de parler de vos difficultés, vous êtes à côté parce que vous le faites d'une façon
Vous n'étiez pas prêt, en fait. Non, et j'ai été à côté. Alors, quand je dis à côté, en même temps, j'ai pu raconter plein de choses qui me concernaient aussi, mais j'ai passé 3 années avec un premier spectacle à parler beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité et de me mettre en tant qu'acteur de ce spectacle au centre. Mais il n'y avait jamais le mot pathologie, jamais le mot bipolarité. Il n'y avait pas les séances que je peux faire désormais sur scène avec mes thérapeutes. C'est venu petit à petit avec le premier confinement. D'ailleurs, cette prise de recul m'a permis d'avoir un vrai recul dessus. Par contre, à partir du moment où j'ai senti que c'était le moment, j'avoue que j'ai foncé un peu tête baissée et que ça m'a fait du bien. Et j'ai jamais eu de difficulté, même en commençant la scène, à en parler quand je dis publiquement à des gens avec qui je pouvais habiter en colocation, à des amis qui me connaissaient depuis longtemps. La scène, je pense qu'au début, je ne sais même pas si c'était un déni ou si c'était plus que le fait d'être sur scène est déjà un peu impressionnant et que du coup, j'avais rassemblé des choses qui me concernaient et qui concernaient ma vie assez rapidement sans vraiment creuser. Et je trouve que des fois, c'est ce qu'on fait un peu tous et toutes quand on commence à monter sur scène. On met du temps à aller au cœur des choses. Ouais. Et depuis que j'évoque ça sur scène et désormais dans le livre, je me dis comment est-ce que j'ai pu faire autrement au départ, quoi. Ouais. Mais peut-être que tout le parcours est nécessaire aussi. Complètement. Parce qu'en fait, en vous écoutant, je me dis, souvent quand on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'on a peut-être un petit problème à régler sur le plan psychique, on est un peu... on part dans tous les sens, quoi. On nomme les choses, on nomme les mauvaises choses, les mauvais diagnostics, les mauvaises intuitions, les mauvaises pistes. Mais peut-être que tout ce travail, justement, de quête, il permet d'arriver à un endroit où la parole, d'un seul coup, elle devient claire, quoi. Oui. Et ça prend du temps, quoi. Où elle devient claire. Et puis, je me suis rendu compte, justement, c'est très juste que dans les premières versions du spectacle, à la fois, je n'allais pas au cœur du sujet et en même temps, je crois que je voulais montrer absolument de manière grandiloquente que, sans le dire aux personnes qui étaient dans la salle, c'était un peu paradoxal, mais me montrer à moi que, puisque je suis sur scène, que je parle de sensibilité et que ça me concerne, ça y est, je suis rétabli, ça va vraiment bien. J'étais beaucoup moins dans la nuance, quelque part, et dans l'acceptation que ce que je peux présenter, soit sur scène, soit aujourd'hui dans le livre, de manière plus posée. Peut-être. Et aujourd'hui, vous vous estimez rétabli ? Oui. 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 C'est une belle notion, cette notion de rétablissement. Est-ce que c'est une notion qui vous parle, que vous vous appropriez ? Oui, ça me parle parce que ça me parle même au niveau littéraire. Je trouve qu'il y a un côté... on m'a souvent parlé de résilience et on en parle beaucoup et je trouve que le terme est très intéressant et que parfois il est un peu mal utilisé ou alors je trouve qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de cas des fois pour... les gens tirent sur la corde, mais on leur dit c'est bien, t'es résilient ou t'es résiliente. Et il y a un peu ça. Donc je trouve qu'il y a un peu voilà, il faut faire attention avec ce mot-là. Mais je trouve qu'il me correspond assez bien et j'avais l'image. Au début, je ne connaissais pas ce terme et j'étais tombé sur un arbre qui était millénaire, mais qui était vachement penché. Son tronc, et il était penché, mais il continuait d'exister et c'était sa manière d'exister. Les tempêtes, le vent, mais il était toujours là. Et avec le terme rétablissement, c'est comme si j'accepte que l'arbre soit toujours penché et il sera toujours comme ça, mais que à certains moments, il s'est tellement aidé lui-même et on l'a tellement aidé que il y a des moments il se redresse un peu, quoi. Voilà. Et j'aime bien cette image de on recadre un peu la chose. C'est une très belle image, je l'adore également. Il y a une phrase que j'ai relevée aussi dans le livre que j'ai trouvé une bonne définition du rétablissement. Quand je suis exténuée, plutôt que de me dire que je vais mettre le monde entier à ma merci, je m'arrête et je vais dormir. C'est ça aussi, c'est se connaître, c'est savoir quoi faire. J'adore dormir de toute façon. Oui, c'est toujours bien, c'est toujours une bonne idée d'aller dormir. Oui, je pense que c'est l'idée justement Alors, c'est facile à dire, on a des rythmes de vie en ville notamment qui, je trouve, année après année s'accélèrent. Il y a quelque chose de très excitant et de très excité, mais j'ai vraiment appris à me connaître plus et à identifier, on va dire, les moments où je peux me rapprocher de la phase up. Je suis rétabli, je suis ce que je considère, moi, en tout cas, assez bien stabilisé, et par la thérapie et par le traitement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des moments, la machine a tendance à s'emballer. Et des fois, c'est des choses qui sont très positives. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a plein de bonnes nouvelles, il se remet à faire beau, il y a plein de challenges, c'est chouette. Mais j'arrive à repérer un peu plus qu'avant quand la machine s'emballe. Et c'est un vrai effort. Parce que c'est douloureux des fois de se dire
je ne vais pas rentrer dans une bulle d'excitation, de phase euphorique, parce que c'est très euphorisant comme sensation, mais je fais attention. Et souvent, en général, c'est quand le printemps et l'été reviennent. Oui, il y a cet aspect saisonnier Exactement. dans votre approche. Ouais, complètement. Donc, d'ailleurs, enfin, je veux pas me spoiler la question suivante sur ces saisons que j'adore, mais vous venez d'employer le terme phase up, et je pense que c'est l'occasion idéale de faire Ouais. un petit point. Exactement. Connaissance en psychologie. Alors là, je mets ma casquette d'étudiante en L3 de psycho, car j'ai repris mes études, Ouais. le sachiez-vous. Et en fait, vous vous désignez comme bipolaire, mais je pense que le grand public ignore que les troubles bipolaires rassemblent plusieurs catégories de troubles psychiques, la bipolarité de type 1, de type 2, et la cyclothymie qui est votre diagnostic. Absolument. Alors, pour résumer les choses de façon un peu vulgarisée, en gros, ce qui caractérise les troubles bipolaires, c'est une alternance de phases dépressives et de phases maniaques, donc phase up ou Exactement. hypomaniaque, qu'on va plutôt identifier dans la cyclothymie, c'est-à-dire des phases up qui sont peut-être moins spectaculaires que ce qu'on va observer chez les bipolaires de type 1. Ce qui rend en fait les choses plus difficiles à détecter, si je me trompe pas. Voilà, très bien J'ai bien résumé. fait. Ouais, J'ai ma licence, bravo. c'est bon. Ouais, bravo. Merci, François. Licence, master, master, Merci. master. C'est exactement ça. C'est très très bien résumé. Effectivement, la bipolarité de type 1 qui est considérée, je mets bien des guillemets, comme la plus violente parce Ouais. que des phases dépressives extrêmement profondes et donc de l'autre côté des phases maniaques très très impressionnantes, et bipolarité de type 2 un peu plus réduite, on va dire. Et moi, effectivement, ce qui me concerne, la cyclothymie, c'est très spécial la cyclothymie parce qu'au début, quand tous les thérapeutes ne sont pas forcément d'accord en plus sur la définition, en tout cas maintenant elle est rentrée dans les troubles Du dans DSM, le elle est spectre des répertoriée. troubles bipolaires. Mais effectivement, il y a cette particularité des phases dépressives qui peuvent être très importantes, qui peuvent être celles de la bipolarité de type 1. Et globalement, moi j'ai vécu des phases dépressives vraiment, vraiment au fond du trou. Et par contre, effectivement, comme ce que vous disiez, les phases d'excitation sont hypomaniaques, donc beaucoup moins impressionnantes et surtout beaucoup moins identifiables. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que moi, j'ai naturellement grandi, on va dire, avec une énergie importante, haute. Et du coup, avant qu'on puisse détecter cette cyclothymie, quand je sortais de mes grosses phases dépressives, mon entourage trouvait juste que je reprenais mon énergie et mon rythme de vie habituel. Vous alliez bien, quoi. Exactement. Et moi, j'en étais persuadé aussi. Et il a fallu attendre plusieurs années et que ces phases vraiment d'excitation deviennent un tout petit peu problématiques pour qu'on ait le doute et qu'on se pose la question. Mais ça a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ouais. C'est pour ça que très souvent, les personnes bipolaires ne sont pas diagnostiquées parce qu'on les diagnostique plutôt comme dépressives. Parce que c'est ça qu'on Exactement. voit, en fait. C'est ça qui Exactement. est le plus palpable. C'est quoi. ça qu'on voit. Et puis j'avoue, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce parcours-là. Moi, ma première dépression, mes 5 années de dépression, c'est mes années d'études supérieures. C'est très violent d'être à la fois intégré à des études et en même temps marginalisé, c'est pas le terme, mais en tout cas de passer la moitié de son temps dans son lit. Et j'avoue que notamment les premières années, quand le printemps arrive et que ça va mieux, j'arrête mon traitement tout seul, j'arrête d'aller voir mes thérapeutes en leur disant si, ça, je me connais, je suis comme ça depuis que je suis enfant, ça y est, je suis de nouveau dans mon état normal. Et donc du coup, on n'a pas pu m'observer pendant ces moments-là, alors que si ça avait été le cas, peut-être que quelqu'un aurait pu s'en apercevoir avant. Mais je disparaissais de la circulation tout le printemps et tout l'été parce que ça allait bien. Et on a mis du temps à se rendre compte que des fois, ça allait un peu trop bien, quoi. Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant, l'expression que vous employez dans le livre de dépression saisonnière. Non, mais en fait, je croyais que j'étais juste déprimée en hiver. Et c'est là qu'on voit aussi le tort que peuvent faire les expressions un peu qu'on emploie dans le langage de tous les jours. Complètement. Non, mais c'est normal d'aller pas bien l'hiver. Et en fait, on se l'applique à soi-même, quoi. Et on s'aveugle avec ça, quoi. Exactement. Moi, j'ai été persuadé de la dépression saisonnière et pour être tout à fait honnête, et j'en parle aussi dans le livre, presque de cette malédiction. Je parle du 1er novembre qui arrive et presque comme une machine, quoi, quelque chose automatique entre le 31 octobre et le 1er novembre, ça y est, novembre, décembre, janvier, février, mars jusqu'au 1er avril, c'est 5 mois au fond du trou et il y a eu un peu une auto-persuasion chaque année quand ça revenait qu'il y avait un peu cette malédiction. Et j'ai compris bien plus tard que dans la bipolarité, il y a aussi toute une composante chimique
voilà, comme la dépression, des connexions neuronales, de la chimie interne qui est défaillante. Et que non, le 1er novembre n'était, et depuis, je m'en suis rendu compte, n'est pas une date noire pour François Mallet. C'est juste que la chimie interne était réglée à ce moment-là et que la dépression revenait à ce moment-là. C'est pour ça que quand je vous ai dit que j'adorais vos bottes de pluie, vous m'avez dit genre oui, mais bon, ça fait un peu 1er novembre. J'avoue. Ouais, un petit peu. Mais maintenant, voilà, maintenant qu'on en parle, je sais qu'elles me porteront bonheur, on va dire ça comme Elles ça. sont extrêmement cool. Vous racontez quand même ce qui est intéressant et ce qui vous a fait, je pense, gagner beaucoup de temps par rapport à beaucoup d'autres personnes bipolaires, c'est que vous avez eu une intuition, en fait. À un moment donné, c'est vous qui avez ouvert la porte d'un centre spécialisé en bipolarité en disant bonjour, c'est ici que je vais rester parce que je vais être soignée pour ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné la prise de conscience ou l'intuition que c'était probablement ça? Je pense que ça a été un double facteur. À ce moment-là, j'avais déjà été hospitalisé l'année précédente, donc en phase dépressive aiguë, et j'étais ressorti d'hospitalisation, ça m'avait beaucoup aidé. C'est à la suite de cette première hospitalisation que j'ai fait certainement, en fait, ma seule phase hypomaniaque identifiée à ce jour. Je ne savais pas que c'était une phase hypomaniaque. Mais quand je suis retombé en dépression quelques mois après, je me suis dit c'est quand même spécial. Ces derniers mois, je sens que j'ai une accélération et surtout quelque chose qui m'était jamais arrivé jusque-là. J'étais un peu irritable, quelque chose qui ne m'arrivait jamais. Et mes amis et ma famille me l'ont notifié. Ils trouvaient que le rythme allait trop vite, que j'avais tendance à la logorée, à parler sans laisser les autres s'exprimer. Je me souviens, c'était la fin de mes études, mais je faisais une tournée de spectacles de patinage en même temps. J'avais tendance à répondre aux gens à 2-3 heures du matin en essayant de les appeler parfois. Donc, moi, je m'en rendais pas compte, mais quand les vacances de Noël sont arrivées, avant que la grosse dépression revienne en janvier, je me suis quand même rendu compte, avec 4-5 jours de vide, d'inactivité, que, waouh, très spécial. Je retombe donc dans une énorme dépression et en parallèle de cette prise de conscience-là, ma maman, qui pourtant ne s'y connaissait pas plus que moi en bipolarité, mais qui, je pense, avait un peu plus de recul. Puis les parents nous connaissent bien et certainement les mamans encore mieux que quiconque, m'a dit, écoute, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, ça vaut ce que ça vaut, mais je me suis renseigné un peu. Alors sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, mais quand même, j'ai vu des partages de témoignages. Et là, ces derniers mois, je me demande si c'est pas ton cas, quoi. T'es à Paris. Bon, je sais que ça va pas bien, mais fonce, quoi. Il y a 2 centres. Alors aujourd'hui, il me semble qu'il y en a que 2. Je dis peut-être pas de bêtises, mais il y en a un à Grenoble, si je dis pas de bêtises, dans le public en tout cas, et un à Paris. Et elle me dit. Fonce, quoi. Enfin, c'est drôle de parler comme ça, mais c'est un peu une opportunité. Enfin, voilà, je vais t'accompagner, mais va peut-être pousser les portes du centre expert bipolaire Fernand Vidal, qui est dans le 10e. Alors, c'est un peu compliqué, c'est public, donc il faut passer par les urgences. Ce que j'ai fait, et j'avoue que j'ai un peu... Avec je vos m'en veux valises pas. à la main, Exactement, la scène valise est à la main. Et mythique. quand je dis que j'ai mis un peu le paquet, c'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Il y a, le service public est tellement débordé que j'avoue que, bon, de toute façon, j'étais très mal et ça se voyait sur mon visage. Donc, je pense qu'ils avaient pour objectif quand même, dans tous les cas, de m'aider à me faire hospitaliser. Mais j'ai un peu mis le paquet avec les dernières forces qui me restaient pour leur dire, je veux pas m'auto-diagnostiquer, mais je pense que ça sera vraiment intéressant que je sois hospitalisé là parce que j'ai vraiment une intuition, ou en tout cas un doute là-dessus. Et effectivement, en restant un mois, un diagnostic, après, il faut le savoir, pour les personnes qui nous écoutent aussi, c'est jamais forcément à vie. Oui. En ce qui concerne la bipolarité, tout le monde s'accorde quand même à dire qu'en général, c'est une pathologie à vie. Mais on m'a bien dit que ça pouvait évoluer. En tout cas, je suis resté en observation un mois et au bout d'un mois, on m'a dit, avec les éléments en notre possession, oui, vous êtes certainement cyclotimique. En tout cas, nous, on pense à ça. Et ça a été une énorme délivrance. Un soulagement. Vraiment. Le diagnostic Et vous a vraiment beaucoup Le soulagé. livre est assez clair Ouais. à ce sujet-là. Ouais, Ouais, ouais. Et c'est un moment que je garde très précieusement au fond de moi. Finalement, c'est un moment de bonheur, je ne sais pas si c'est le terme, mais d'apaisement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis et il restait beaucoup de choses à travailler, mais ça a marqué quand même un sacré tournant dans la souffrance. Sans transition, est-ce que vous étiez un enfant qui allait bien? Oui. En tout cas, moi, je me vois toujours, même maintenant avec le recul, comme un enfant qui allait bien. Ado, j'ai un autre regard sur l'adolescence, notamment avec cette passion du patinage.
qui surgit à 8 ans quand même. Qui Vous surgit étiez à encore 8 ans, petit. Hein. exactement, qui surgit à 8 ans, c'est petit, mais on va dire qu'il s'intensifie vraiment avec tout ce qui est sport à haut niveau autour de 13-14 ans jusqu'à 18 ans, où là, c'est un peu ambivalent. Je pense qu'à l'adolescence, je me force à croire que je suis très heureux et qu'il y a quand même des petits signes qui laissent... qui laisse penser que la suite va potentiellement être un peu dure. Mais l'enfance, oui. Et toujours, j'ai un très bon souvenir. J'adorais l'école, par exemple. J'ai un très bon souvenir de l'école. J'ai un très bon souvenir, je le dis, je dansais beaucoup. Beaucoup d'amis, plus filles que garçons, mais pas vécu comme... oui, non, vraiment une enfance heureuse. Alors, après, dans le livre, évidemment, il y a certains passages qui sont contrastés. Il y a Oui, parce que il y vous a- racontez quand même déjà un contexte social Oui, particulier. Vous avez grandi à côté de Bourg-en-Bresse, dans un mhm, milieu plutôt agricole, complètement. où l'ouverture d'esprit, aussi bien quant à la sexualité que quant aux troubles psychiques, n'est pas maximale. On ne va pas caricaturer, mais vous Non, mais bien décrivez quand sûr. même un milieu où c'est plus tracteur et coups au bar du coin que danse artistique, quoi. Bien sûr, ouais. Et vous décrivez aussi d'écrit, quand même une maison où on s'exprime beaucoup dans l'intensité. Bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. J'avoue absolument que je dissocie parce que c'est comme ça. Et puis, je me suis rendu compte en l'écrivant que je le ressentais aussi. Euh, le bonheur que je ressens à exister et que je pense je n'ai retrouvé que depuis que je suis rétabli. Et effectivement, mais parce que je considérais que c'était normal, certainement parce que j'étais petit aussi et que je ne connaissais que ça. Oui, oui, des parents alors qui se sont séparés quand j'étais très jeune, donc je les ai jamais connus ensemble. Et moi qui vivais la semaine avec ma maman et un week-end sur deux avec mon papa, mais donc essentiellement avec ma maman, j'étais dans une ambiance assez survoltée. Mais que je pouvais apprécier, ou en tout cas qui m'a pas questionné pendant longtemps. Et c'est à l'écriture aussi du livre et maintenant avec le recul que je me suis rendu compte, oui, effectivement, ça criait à la maison, certainement plus que de raison, la musique à fond de temps en temps, des fois plus rien, et que moi j'ai baigné là-dedans et que je me suis construit avec ça, et que je trouvais ça à la fois détonnant mais chouette, et que je me suis questionné à ce sujet-là plus tard, notamment via l'écriture du livre. Oui, parce que vous brossez un portrait de votre maman qui est très touchant. Enfin, c'est un personnage, comme vous dites, qui vous a aidé dans votre diagnostic, enfin, voilà, qui a l'air d'être très proche et très aimante. Ouais, Mais quand vous la décrivez dans votre enfance, il y a beaucoup de cris. Vous ouais, écrivez cette maman qui est parfois en dépression, parfois en train de chanter au volant de sa voiture en roulant beaucoup trop vite. Il y a une vraie intensité émotionnelle oui, chez votre maman également. oui, il y a oui, ouais, Et ouais. je suis désolée, j'espère que je ne mets pas les pieds dans le plat en posant Du cette tout. question, mais comme l'hérédité est souvent mentionnée parmi enfin, les causes possibles de la bipolarité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez questionné, y compris avec elle? Eh ben pas beaucoup. J'avoue, pas J'espère que je beaucoup. ne suis pas en train Non, de du faire tout. un Non, non, gros... du tout. Je me posais la question parce que c'est très intéressant. Moi, quand j'ai été hospitalisé, donc maintenant ça remonte, 2016-2017, en moins de 10 ans, mais 7-8 ans, je me souviens par exemple que les thérapeutes, alors peut-être que ça a évolué depuis, mais n'étaient pas tous au clair sur est-ce que la bipolarité est héréditaire. Mhm. Le tempérament, et ma maman a un tempérament dépressif, assurément, donc le tempérament dépressif et puis le fait de grandir, du coup, même si c'était pas héréditaire, mais dans une ambiance ambivalente, laisse forcément des traces. Moi, j'en étais resté à la bipolarité sur le fait qu'il n'y avait pas de gène de la bipolarité. Ouais. Je ne sais, il me Non, semble il que n'y a c'est pas ça. de gène, mais par contre, je Mais crois par que contre, le quand on regarde facteur statistiquement, il y a une environnement, chance oui. plus élevée de développer un trouble bipolaire, enfin, de le Oui, déclarer quand on a des parents qui l'ont. oui. Et puis parce que de toute façon, ma maman, et c'est sûr, enfin, ou en tout cas, pas à ma connaissance, et mon père non plus, ne sont pas bipolaires, en tout cas pas diagnostiqués. Mais par contre, les facteurs Ne serait-ce que environnementaux et culturel, quoi. socio-éducatifs et Ouais, culturels, bien sûr. il y est forcément pour quelque chose. Ouais. Et après, moi, oui, la chimie interne, encore une fois, je ne sais pas de qui elle tient. Mais en tout cas, oui, une maman avec un tempérament dépressif, ou au moins avec des phases de grande déprime par certains moments, assurément. Assurément. Et ça l'aide, le fait que vous parliez de tout ça aujourd'hui, vous pensez? C'est une bonne question. Je pense, elle est venue par exemple voir plusieurs fois le spectacle. Je sais qu'elle est très très fière et que elle est très fière. Et je pense que ça l'aide dans la mesure où elle voit que c'est très important pour moi, que ça me fait du bien et qu'il y a une vraie réception en face, qu'on a Mm. avancé sur ces sujets-là. Et je pense que ça, elle en est
très heureuse, très fière, et surtout pour moi. Elle, c'est pas une conversation qu'on a déjà eue vraiment en ces termes-là. Donc ce serait une bonne question Parce que à pour lui les poser. générations précédentes, on les nommait pas ces choses-là. Complètement, Même le fait d'être en dépression, on complètement. disait qu'on avait un coup de Ouais. mou, on serrait les dents. Mais ça, par exemple, elle le mentionnait pas tout le temps. Mais alors, j'allais dire quand j'étais en âge de comprendre, je sais pas s'il y a un âge de comprendre, et je sais plus à quel âge c'était, mais je me souviens qu'elle a posé ce terme-là, de dépression, par exemple, et qu'elle ne s'en cachait pas. Mm. Et, et je la remercie pour ça. Je pense qu'inconsciemment, notamment quand on a cette conversation parce qu'on est très proches aussi, on avait quelque chose de très fusionnel et j'en parle dans le livre, alors à la fois qui était positif et négatif. J'ai fait un gros travail dessus et heureusement parce qu'il y avait tellement de beau mais tellement de dur qu'il fallait cette prise de distance. Mais quelque part, je pense que d'avoir une maman qui, dans toute son exubérance et dans toute son intensité, je crois que le terme est bien choisi, avait en tout cas l'honnêteté de poser les mots Ouais, sur ce qu'elle est ouais, elle-même. ouais, Et ça, je pense que je tiens vraiment de ça. Mon père, c'est l'extrême inverse. Alors, ouais. j'allais dire, je voudrais pas faire des généralités, mais on en parle beaucoup avec des personnes de ma génération. Nos parents nés dans les années 60, 70, nous, qu'on parle ouvertement de nos troubles, de nos personnalités, de nos changements d'humeur, je vois bien que ça les questionne et on progresse un peu. Et mon père, je me rends compte, comme beaucoup de pères d'amis de ma génération, très handicapé des émotions. Alors que je sais pertinemment Qu'il en... qu'il en ressent, mais Ouais. puissance 1000. Je sais très bien que ma grande sensibilité ne vient pas que de ma maman, et certainement beaucoup plus de son côté que je ne voulais le croire au départ et qu'il ne le croit. Mais par contre, c'est caché. Ma maman, au moins, c'est très cash. Mm. Et d'ailleurs, ça, je vous ai entendu dans un podcast le raconter quand vous êtes allé près de votre père pour faire votre coming out, à la fois en tant que gay, mais aussi en tant que personne dépressive. Ouais, À les l'époque, vous deux, n'étiez pas ouais. diagnostiqué. Et vous a dit que non, vous n'êtes pas dépressif puisque vous êtes là, vous allez bien. Enfin, il y a une espèce Exactement, d'incapacité même à recevoir en fait les émotions des autres. complètement. Complètement, parce que je pense que c'est une génération qui n'a pas eu le même accès aussi aux psychothérapies, ou en tout cas, c'était tellement diabolisé que bah, ça faisait peur. Et puis oui, pour ce qui est de mon cas vraiment plus personnel, euh, je pense que ça lui faisait très peur de le reconnaître, et certainement beaucoup de mal, parce que, et je le décris comme ça aussi dans le livre, je pense que c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, assurément, mais à qui on n'a pas souvent dit je t'aime, et qui du coup n'a pas beaucoup pris l'habitude de le dire. Et je pense qu'effectivement, alors c'est tourné à la fois, c'est dit de manière, je pense, sensible et en même temps, j'espère, assez drôle dans le livre. On ne se voyait pas beaucoup à cette époque-là, donc j'arrive un peu à Noël et je fais cette double annonce, on va dire. Je pense que dans le cadre d'un 24 décembre, ça fait un peu beaucoup, C'était beaucoup d'infos. même pour quelqu'un qui est tout à fait apte à le recevoir. Donc je pense que ça faisait un peu beaucoup. Ouais. Mais il a fait de son mieux. Oui, 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 j'en suis persuadé. Sur le Mm. moment, c'était compliqué pour moi de me dire que la réception, c'était un non-lieu. Et puis avec le recul, et c'est pour ça que c'était formidable aussi de pouvoir écrire l'histoire avec du recul. Avec le recul, oui, il a fait de son mieux. Je pense, de toute façon, je vois bien que mes parents font de leur mieux. Après, je pense que c'est notre rôle en tant qu'enfant d'une génération différente de les mettre face à des réalités en fait qui font pas forcément plaisir à entendre. Mais oui, ils font de leur mieux. Je pense qu'ils font de leur mieux avec l'éducation qu'ils ont reçue eux de leurs propres parents. Et nous, on fait du mieux avec nos traumatismes transgénérationnels, quoi. Mm. On n'a pas encore parlé de patinage, Ouais, mais c'est quand même quelque chose qui prend une place énorme dans votre vie, dans une grande partie de votre enfance, de votre adolescence, même au début de l'âge adulte. Donc à 8 ans, vous montez sur des patins, c'est une espèce de révélation que vous n'êtes jamais senti aussi bien. Ça ouais. glisse, ça va vite, c'est grisant. J'imagine la sensation, même si je n'ai jamais réussi à tenir sur des patins, mais ça, c'est une Il autre faudra. histoire. On ira, je vous emmènerai. Mais vous parlez de cette personne qui vous entraîne, Karen, dans des termes un peu pudiques, je trouve, en fait, dans le livre. On n'arrive pas bien à déterminer si c'est une amitié profonde ou une relation un peu d'emprise. Il y a une ambiguïté, je trouve, dans le rapport qu'a cette entraîneuse avec vous. Et en tout cas, d'un seul coup, dans votre vie, le sport prend une place colossale. Vous vous réveillez à 5 heures du matin, vous êtes un enfant. Vous allez Ouais. encore à l'école, vous êtes d'ailleurs hyper bon à l'école, mais il faut patiner tous les matins 2 heures avant d'aller en cours. Et jusqu'à la compétition,
et jusqu'à l'effondrement, parce que vous vous effondrez. Cette première grande dépression que vous nous racontez tout à l'heure survient après un échec en compétition. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait pour que tant de grands sportifs vivent de tels effondrements psychiques? Est-ce que c'est le fait de s'entraîner de façon aussi intensive, d'avoir des rêves si grands qui causent des déceptions foudroyantes, qui brisent le cœur au point qu'on s'effondre? Ou est-ce que il faut avoir à la base un côté un peu fêlé pour aller chercher la médaille d'or et se donner autant de mal pour aller l'attraper? Je pense les deux. Ouais. Je pense les deux. Je serais très intéressé à l'idée de savoir si physiquement, par exemple au niveau scientifique, il y a quelque chose qui fait... dans tous les cas, je pense, au niveau littéral, dépression, c'est lié aussi à la pression qu'il y a avant. Donc, je suis finalement, avec le recul, pas étonné qu'après énormément d'années de sport à haut niveau, avec entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine, quand j'arrête après cet échec, rien que physiquement, le vide que ça laisse, parce que plus d'entraînement, seulement maintenant, 10, 15 ans après, j'ai compris que après la pression, quelque part, dépression. Mais par contre... Oui, je pense que... Est-ce qu'il faut être fêlé ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être. En tout cas, les rêves, et je crois très sincèrement que les entraîneurs nous entretiennent là-dedans, mais que les rêves ne viennent pas d'eux ni d'elles, viennent quand même de nous. Et je pense que c'est ça qui est certainement, avec l'arrêt ou l'échec, le plus violent que le ressenti physique. Je pense que c'est tellement... je me revois très bien. J'étais très bon à l'école, j'avais des très bonnes amitiés, mais vraiment, ma vie prenait tout son sens quand j'avais les patins aux pieds. Donc, effectivement, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est pas surprenant en arrêtant. Qui plus est, avec une maman avec un tempérament dépressif, avec une adolescence pas forcément facile dans mon rapport au père, donc qui viennent s'ajouter en plus. Ça fait des sujets qui viennent s'ajouter en plus, que le moment où j'arrête la compétition à haut niveau, la machine s'effondre, quoi. La machine s'effondre. Mais pour Et parler je pense qu'on nous prépare en plus très mal à l'après. Je côtoie encore, et d'ailleurs c'est drôle qu'on se voit à ce moment-là, parce qu'il y a quelques jours j'ai fait la date de rentrée de mon spectacle dans mon ancien club de patinage, et c'est cet entraîneur que j'aime de tout mon cœur qui m'a fait venir jouer. Elle n'avait jamais vu le spectacle, donc j'ai pu jouer devant elle, devant des anciens juges. C'était assez incroyable, qui m'avaient jugé lors d'une dernière compétition dont je parle dans le livre. Des juges qui m'ont jugé quand j'ai repris au Gay Games dont je parle dans le livre. C'était vraiment méta et assez incroyable, et j'ai adoré. Et en même temps, j'ai été également en contact de nouveau, parce que je suis passé voir la compétition à côté avec des gens qui s'entraînent toujours et qui sont en compétition. Et je sens cette tension. Le rêve est là, et il faut tout faire pour aller au bout. Mais par contre... ça a l'air d'être compliqué de pouvoir construire quelque chose en parallèle. Et du coup, quand ça s'arrête, la médaille d'or, elle est que pour une seule personne. Ouais. Et d'ailleurs, on voit des sportifs s'effondrer aussi bien après un échec qu'après un succès. Qu'après un succès. On sait que souvent, gagner Roland-Garros ou la médaille d'or, ça peut être aussi fatal à la santé mentale. C'est Yannick Noah qui en parlait récemment dans une émission magnifique, où en fait, il s'est effondré après avoir gagné Roland-Garros. Il était trop jeune, il avait passé toute sa vie à s'entraîner que pour ça. Une fois qu'il l'avait atteint, il y avait un vide, en fait. Bien sûr. Et moi, je connais énormément de patineurs et patineuses qui ont d'excellents résultats et qui vont même jusqu'à la médaille olympique, et qui, on va dire, les carrières, c'est de 15, 16 à, on va dire, globalement une trentaine d'années, pas beaucoup plus, ne savent pas trop qui ils et elles sont à 30 ans. Et c'est pas grave. Il n'y a pas de... pas de période pour se connaître. Si on arrive à se connaître à 80 ou 90 ans, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, que le sport de haut niveau est quelque chose de très, très violent, notamment pour la suite. L'après est tout aussi violent que le fait, effectivement, de se lever à 5 heures du matin à 13 ans, où c'est complètement lunaire. Mais au final, j'ai l'impression que pour moi, l'arrêt a été plus violent que cette frénésie où je me disais, de toute façon, c'est ma vie, donc let's go, quoi. Eh ben, c'est marrant que cette expression vous vienne. C'est ma vie, let's go. Mais c'est pas votre vie, en fait. C'est ça que je trouve c'est dingue. Troublant. C'est-à-dire que c'est comme se choisir un endroit où vivre de substitution, une famille de substitution. On voit très bien les liaisons
hyper forte qui se noue entre les entraîneurs et les sportifs. On sent bien que c'est quelque chose qui est au-delà des liens professionnels ou Ouais. même de ce qui peut se nouer à l'école avec des profs. C'est quelque chose qui est super fusionnel et Ouais. compliqué et complexe. Et elle vous veut du mal, elle vous veut du bien, et elle vous pousse et elle vous tire à la fois. C'est comme si on allait en fait se chercher à se construire une vie à côté de celle qu'on a déjà, quoi. Oui. Oui, oui. Et puis, oui, c'est exactement ça. Et oui, avec une grande notion de sacrifice. Qui était d'ailleurs aussi le patinage, blague à part, est un sport qui coûte cher, donc où en plus il y avait un investissement financier très important de Ouais. la part des parents. Mais oui, oui, il fallait être dévoué corps et âme à ça. Et effectivement, le livre, je pense qu'on voit bien que c'est ma deuxième maman, quoi. Et Ouais. qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui se rejoue de la relation avec ma maman. J'ai à ce moment-là, enfant, ça déménage et à la maison et sur glace. Ouais. D'ailleurs, c'est hyper symbolique. À un moment donné, vous faites un rêve et c'est Karen qui tient la pancarte qui dit que vous êtes guéri, que vous Bien n'avez sûr. plus envie de Ouais. mourir. Mm. Je trouvais ça hyper fort. Et en même temps, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. Enfin, je pense que c'est pas un hasard si ce sont autant des sportifs qui sont en train de porter la parole sur la santé Bien sûr. mentale, parce qu'à mon avis, Bien sûr. il y a beaucoup de... Ouais. Et pour en avoir parlé, et si jamais elle nous écoute, ça la fera rire parce que le spectacle est à la fois drôle mais à la fois incisif, notamment sur cette question du patinage. Et le livre l'est tout autant, si ce n'est plus. Et on a pu discuter un peu et je sais que... Et elle n'est pas la seule. Il y a vraiment cette image un peu de la gymnastique, du patinage, le milieu de la danse de manière générale, et pas forcément que dans les pays de l'Est de l'Europe. Très très dur, la discipline, et elle était très comme ça. Et je pense qu'avec les années, elle s'est assagie, et bon nombre d'entraîneurs et de professeurs commencent à voir les dégâts que ça peut faire et à Ouais. s'assagir, et se rendre compte qu'on peut tout à fait pousser des gens et vouloir qu'ils aient des très bons résultats, et en même temps être... c'est pas dans l'amour, parce qu'il y avait toujours de l'amour, et je pense que c'est ça qui transparaît dans le livre, mais en tout cas qu'on peut être moins dur. Et elle sait très bien, elle en rigole, qu'elle s'est calmée, mais que moi, elle commençait, ça faisait 5 6 ans qu'elle entraînait, et que je pense qu'elle, quelque part aussi, elle jouait sa vie. Elle avait tout à fait son deuil de la compétition, mais vous jouez quand même quelque chose à 25 30 ans, vous avez fait 10 ans de sport de haut niveau. C'est comme si moi, j'étais prof aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses que j'ai pas encore suffisamment réglées. Et que je serais peut-être un prof tyrannique à certains moments. Et en tout cas, elle a beaucoup de recul là-dessus, et c'est chouette. Ouais. On a pu en discuter un Bien peu, sûr. et elle en est consciente. Et du coup, c'est vraiment la première porte vers le changement. Hmm. C'est peut-être une bonne chose, au fond, à un moment donné, vous ayez arrêté la compétition et le sport à haut niveau. Peut-être que ça vous a aussi un peu... Peut-être que c'était un premier geste vers l'aller Oui, mieux. oui. Et puis, je pense que de plus en plus, je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard, Ouais. et que de toute façon, les dernières années, on va pas se mentir, j'en parle, il me semble, en tout cas en ces termes-là, c'est autant de passion que de souffrance. De toute façon, littéralement, enfin, étymologiquement, la passion, c'est aussi quelque chose qui fait souffrir. Et les dernières années ont été vraiment dans une ambivalence de mon côté de comment se fait-il que cette chose qui m'a fait vibrer ce jour-là à 8 ans quand j'ai posé le pied sur la glace, et cette sensation pour moi incroyable de pouvoir danser tout en glissant, aujourd'hui, soit une telle tannée. Donc, au final, ce qui m'arrive à 18 ans, le fait qu'il faille finalement se tourner vers des études supérieures et dire au revoir de manière assez dure au patinage, c'est peut-être finalement au bon moment, plutôt que de continuer à tirer sur la corde, de passer dans cette catégorie senior, de côtoyer les personnes qui vont vraiment aux Jeux Olympiques et se rendre compte que jour après jour, on s'éloigne encore plus de ce rêve. C'est marrant parce qu'on dirait presque que vous parlez d'une forme d'addiction. Oui, De oui, se oui, je pense libérer d'une que addiction. oui, bien sûr. Et c'est assez juste parce que vous voyez, encore une fois, cette compétition de patin, là, ça date de il y a quelques jours. Et le fait de revoir des gens sur glace, il y a une part de moi qui me disait non, mais peut-être que c'est pas fini. Je peux peut-être recommencer. Peut-être que le rêve n'est pas complètement mort. Et donc, La tentation de se replonger, le reprendre, terme qu'on ouais, utilise ouais. pour addiction, ouais, à deux doigts de replonger, non, mais en tout cas, de toute façon, parce que je pense qu'un deuil, on ne fait jamais un deuil à 100%, mais c'est questionnant. C'est tellement ancré ici
que c'est jamais bien loin. Ouais, on sent que ça vous a Ouais. remis quelque chose Ouais, à ouais. devoir cette patinoire et ces personnes, Ouais. j'imagine. Même les odeurs, les sensations sont tellement fortes dans les Tout. patinoires que ça doit être Tout, super tout, tout. Il y Madeleine, a quoi. beaucoup de choses qui ont changé et en même temps, effectivement, enfin, tout. Et j'en parle aussi, l'odeur, enfin, c'est très particulier. Puis Ouais. quand vous avez baigné, c'est au niveau des sensations et toutes les images reviennent. Mm. Il y a aussi un aspect qui est raconté très joliment dans le livre qui m'a beaucoup émue. C'est un petit garçon que vous racontez qui s'identifie surtout aux filles, qui est fan de Jennifer dans la Starac, qui adore les pom-pom girls et les nageuses synchronisées. Je faisais Ouais. de la synchro, par Ah contre. ouais. Ok. Je tiens à le préciser, c'est important. J'ai pas souvent l'occasion de le mentionner, donc Bah, j'en profite. mes meilleurs amis faisaient de la natation synchronisée et la patinoire est juste à côté de la piscine. On allait ensemble et Ça va, chacun allait c'est souffrir un de peu son côté. cousin comme discipline. Ouais. Mais je veux en venir au fait que pendant toute votre adolescence, toute cette interrogation autour de votre sexualité, de votre même genre, Ouais. n'a pas lieu, en fait. Est-ce que aussi le patin, c'était pas une façon d'éviter, vraiment Si. psychanalyse, psychologie de bazar, mais de vous confronter à la question de votre homosexualité, en fait, que vous avez mise de côté pendant de très très longues années. Même votre coming in Mm. a été extrêmement tardif. Et ça, on sait que c'est une source de souffrance énorme. Complètement. Il y a beaucoup de dépression chez les jeunes personnes homosexuelles Ouais. parce que arriver à s'identifier soi-même, c'est déjà en soi très douloureux, quoi. Oui, complètement. Je sais pas si c'est le patinage en tant que tel ou, on va dire de manière plus générale, la pratique d'une activité à haut niveau qui fait que de toute façon, tout le temps est tellement dédié à cette activité-là que très peu de temps pour penser au reste. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, quelqu'un m'a fait remarquer que, tiens, tu as grandi dans l'univers du patinage où je pense par rapport à beaucoup d'autres sports, proportionnellement, il y a beaucoup plus d'hommes homosexuels qu'hétérosexuels. Et pour autant, ça a mis un écran, effectivement, comme ce que vous venez de dire, et tu t'es mis à distance et tu ne t'es découvert finalement dans ton orientation sexuelle et ton identité de genre aussi, que quand la dépression est arrivée, que ça en faisait partie d'ailleurs, et avec les études. Et ça, j'arrive toujours pas à me l'expliquer. J'arrive toujours pas à m'expliquer. Ouais, j'arrive toujours pas à me l'expliquer parce qu'à la maison, je sentais pas, et notamment du côté de ma maman, une pression ou quelque chose où je pouvais me dire si jamais je me découvre jeune homme homosexuel, ça va être compliqué à annoncer, ça ne sera pas accepté. J'évoluais effectivement dans un milieu qui était, je pense, plus que d'autres sports, plus ouvert à ça. Et pourtant, il n'y avait pas d'identification, c'est ce dont je parle dans le livre, à d'autres figures, des patineurs plus âgés, ouvertement homosexuels, auprès de qui j'aurais pu trouver du réconfort ou que j'aurais pu questionner, avec qui j'aurais pu discuter. J'arrive pas à me l'expliquer, si ce n'est que peut-être moi, je m'étais dit que ça serait que pour François, ce serait trop difficile d'accepter Ouais. d'être homosexuel et que du coup, je le vois bien, je le décris au collège, au lycée, c'est très peu, si ce n'est aucune relation, mais que ce soit d'ailleurs avec un homme ou avec une femme, donc complètement bridé à ce niveau-là. Presque asexuel, vous Ouais, écrivez presque, du tour d'une presque, phrase. exactement. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas forcément chez ses parents ou dans sa famille qu'on rencontre l'hétéronormativité, même l'homophobie. Enfin, elle est partout, quoi. Il Bien suffit sûr. d'allumer la télé, de regarder les réseaux sociaux, de regarder autour de soi. Enfin, les représentations, elles sont quand même complètement hétéronormées. Donc, c'est difficile, quoi. Oui, oui, c'est difficile. C'est difficile. Euh, c'est difficile, mais effectivement, maintenant, avec le recul, je me dis qu'est-ce que ça aurait été dans le foot et dans le rugby. Voilà. Wow. Ouais. Et peut-être, et Ouais. qui sait, vous voyez, au moment où je vous le dis, peut-être que au contraire, ça aurait précipité, et quand j'ai précipité dans le bon sens, le décalage avec ces autres garçons aurait fait que ça reste encore un mystère pour moi, ce blocage, quoi. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que, en fait, il n'y a évidemment pas comment dire, la psychologie, la psychiatrie, c'est des sciences qui sont en fait vachement évolutives, c'est-à-dire qu'on va dire parfois que c'est complètement culturel, on va dire que c'est complètement familial, complètement Oui. héréditaire, etc. Mais évidemment que les facteurs sociaux jouent. Grandir en étant un garçon homo, une personne queer dans une société aussi binaire et hétéro, ça peut aussi être profondément politique et social de
de se sentir mal dans cette société, quoi. Complètement. Moi, je pense qu'effectivement, en dehors de la pratique du patinage, et c'est pas quelque chose qui est lié à la campagne, parce que je sais que ça peut être le cas aussi en ville, mais en tout cas, l'environnement qui était autour de moi, au collège surtout, de toute façon, ne favorisait pas un espace pour se découvrir homosexuel. Et ça, c'est certain. Il y a cette phrase, en fait, ce qui est beau dans ce livre, c'est que finalement, ça parle beaucoup d'amour. Le mot amour, il revient énormément. On a l'impression que, au fond, la source de vos troubles, c'est quelque chose autour de l'amour, qui est ni un manque d'ailleurs, ni une absence d'amour. Vous dites, j'aime plus fort que je ne me sens aimée. Et ça, j'ai trouvé ça hyper puissant comme phrase. Ouais. Est-ce que maintenant, ce sentiment a disparu? Oui. Oui, complètement. Complètement. Effectivement, cette phrase m'est revenue et elle a mis du temps à revenir. Et puis quand elle est venue comme ça. J'étais passé à autre chose, donc je l'ai vite écrite. Et puis Elle est très belle. Quand je l'ai lue, j'ai fait waouh. Ouais. Puis ça m'émeut toujours autant. C'est une réflexion que j'avais pu avoir effectivement à 7, 8 ans ou 10 ans. Je pense que ça concerne cette partie-là de l'enfance et du livre. Et maintenant, j'allais dire, c'est à égalité, mais je ne sais même pas si ça se parle en termes d'égalité. C'est-à-dire, je le quantifie même plus. Je me sens suffisamment aligné avec les personnes qui sont dans mon entourage pour savoir que j'aime autant que je me sens aimé. Mais cette phrase m'est revenue alors même que, et je persiste, je considère que j'ai eu une enfance globalement heureuse, que j'étais un enfant qui allait de l'avant, qui allait bien, très enjoué. Pas de pression des parents, encore une fois, à l'école, je l'ai dit, j'aimais être bon à l'école tout seul, c'est quelque chose que j'adorais. Mais il y avait effectivement ce sentiment, en tout cas, qui va avec aussi ce qu'on donne aux autres et ce qu'on reçoit. Et j'avais l'impression de plus donner que de recevoir. Et pour moi, donner et recevoir, c'est une marque d'amour. Ou sinon, ça veut dire qu'on donne et qu'on donne en espérant quelque chose en échange, et que ça soit financier ou autre, c'est pas vraiment de l'amour. Et voilà, j'avais l'impression de plus donner que de recevoir. Et aujourd'hui, plus du tout. J'avais l'impression de la lier, cette phrase aussi, à vos premières histoires d'amour. Oui, Quand vous osez enfin faire un pas vers un garçon que vous trouvez beau, vous avez cette espèce de truc qui vous rattrape, quoi. Est-ce que je suis pas en train de, moi, m'emballer trop fort pour quelqu'un qui va pas me exactement. désirer en retour? Exactement. Ça, ça a été aussi quelque chose qu'il a fallu démêler. Oui, qu'il a fallu démêler et qui me concerne toujours, parce que je vois bien que, et ça pour le coup ça vient de mon éducation, je pense que ma maman et mon papa sont tous les deux pareils là-dessus, donnent beaucoup. Et je me suis souvent questionné au début de l'âge adulte, notamment dans les relations à Sciences Po, après dans les débuts des relations au travail aussi, où je me suis dit tiens, il y a des fois, moi je donne tout de suite beaucoup et je mets du temps à recevoir, et en fait ça me blesse. Donc ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, mais ça me demande de faire un effort avec mes amis et ma famille, je compte pas, mais d'essayer d'être sûr qu'en retour, je reçois la même attention que ce que je donne, parce que je considère que c'est important dans les relations de recevoir ce qu'on donne et inversement, quoi. Hyper intéressant. Et je pense que c'est un vraiment bon conseil, parce qu'en fait, on parle souvent de régulation émotionnelle, mais là, vous décrivez presque une régulation relationnelle. Genre comme si on devait aussi Oui, un peu savoir doser. oui. Parce que parfois, Chose que je ne sais pas faire, que je ne sais pas faire. c'est un peu quand même ce que vous avez appris à faire Et ce que j'ai en appris à faire, thérapie. ça semble un peu grandiloquent, dit comme ça. Enfin, je m'entoure globalement et de plus en plus de gens qui ont le cœur sur la main. Donc du coup, c'est chouette, Oui. parce que du coup, ça veut dire que j'ai de moins en moins de questions à me poser. C'est-à-dire, j'ai l'élan naturel de donner beaucoup et je reçois aussi beaucoup. Mais j'ai des grosses ruptures amicales de ces dernières années qui ont été. J'ai d'ailleurs découvert qu'une rupture amicale pouvait être absolument un ouragan. Dévastatrice. Et qui, pour moi, en fait, si on devait résumer, sont survenus à cause de ça. C'est-à-dire, en fait, c'est juste plus possible de donner autant et de s'entendre dire que c'est jamais assez. Après, c'est toujours subjectif à un point de vue, mais et je me suis rendu compte que les personnes avec qui ça s'est arrêté, à chaque fois, le point commun, c'était que j'avais l'impression depuis longtemps de donner beaucoup et de ne pas recevoir en échange. Et recevoir, ça peut être juste une toute petite attention. Et que les gens avec qui ça dure depuis des années et même des décennies, c'est des gens où d'emblée,
le rapport, il me semble, a été assez égalitaire ou assez sain à ce Équilibré. niveau-là. Ouais, Ouais. ouais. C'est passionnant. Et cette idée de régulation, elle passe beaucoup. Enfin, c'est aussi encore une notion très présente en psychologie, en psychiatrie. On parle donc de régulation émotionnelle, comme je le disais. Dans votre cas, elle est passée par la thérapie, par la parole, mais Mhm. aussi par les médicaments. Ouais. Contrairement à certaines personnes, vous avez un discours très apaisé par rapport à la Oui. psychiatrie, par rapport aux psychotropes. Qu'est-ce que la psychiatrie vous a apporté fondamentalement? Plein de choses, ça continue. Pour moi, je la considère vraiment, en tout cas, la thérapie, et donc, puisque ça a un attrait à la psychiatrie, et par la parole, et par le traitement, en l'occurrence. Et j'ai un discours apaisé parce que, et je me rends compte, et peut-être que j'ai beaucoup de chance, j'ai par exemple jamais eu d'effet secondaire avec les traitements Ouais. que je prends. Donc, j'ai eu d'abord des traitements antidépresseurs quand on pensait que c'était de la dépression. Désormais, un thymorégulateur, c'est-à-dire un régulateur d'humeur, et c'est ce qui est indiqué dans les troubles bipolaires. Ça se passe très bien, et tant mieux. Peut-être que si j'avais énormément d'effets secondaires, j'aurais un autre discours. Et on parle beaucoup avec des personnes qui sont concernées par la bipolarité et qui s'envoient mille misères parce Ouais. que elles savent qu'il y a un effet bénéfique, elles s'en rendent compte, mais en même temps, il y a tellement d'effets secondaires que Ouais. c'est la croix la bannière au quotidien. Donc moi, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, et parce que... et je le questionne, je pense, un petit peu dans le livre, j'ai plus les termes exacts, mais j'ai toujours aimé, et je pense que du coup ça vient aider cette sensation-là, j'ai toujours aimé quand j'étais malade me soigner par les médicaments, mais pas parce que je me disais c'est la seule option possible, juste il y a presque chez moi quelque chose de j'aime l'objet médicament. Je me dis que, alors même qu'on sait qu'il y a des dérives et que si on peut éviter de bouffer des médicaments à longueur de journée, c'est quand même bien, et que c'est quand même des molécules de synthèse, mais je ne me l'explique pas. C'est pas une fascination, mais en tout cas, ouais, je me dis, ces choses-là peuvent m'aider à aller mieux. Il n'y a pas de raison de m'en priver. Tout autant que parler et reparler à ma thérapeute 15 fois des mêmes choses. Si ça me fait du bien d'en parler 15 fois, bah, allons-y, faisons-le 15 fois. Euh, et puis parce que je pense, pour revenir à ce que je disais avant, pour ce qui est des médicaments, en dehors de cet aspect un peu peut-être fascination que je ne déconstruis pas, ou en tout cas que j'ai construit, euh, on sait que la bipolarité, c'est très difficile d'être stabilisé sans médicaments. Ça, j'ai navigué entre les thérapeutes. Je n'ai pas vu tous les thérapeutes de France, mais j'en ai vu quand même beaucoup. Hôpital privé, hôpital public, en ambulatoire. Et je pense qu'il y a une partie de moi. Au début, j'aurais peut-être aimé entendre vous n'êtes pas bipolaire, ou alors vous l'êtes, et en vrai, sans traitement, ça va aller. Et puis en fait, j'attendais tellement une stabilité que je pense qu'il y a une partie de moi qui est dans le lâcher-prise et qui se dit, en dehors de ma fascination dont je parlais à l'instant pour l'objet médicament et le rétablissement, ok, ça fait partie de ma stabilité. Et si ça va un peu loin, hein, mais je l'assume très honnêtement en parlant cash, si dans 15 ans, j'apprends qu'en fait, ça refile tel ou tel type de maladie, on verra. Mais en attendant, je sais qu'aujourd'hui, je suis aussi bien parce qu'on m'a proposé cette alternative que j'ai acceptée, Ça vous apporte un mieux-être. et que j'aurais pas pu faire autrement. Et je sais, on en parle beaucoup, et des fois même à la sortie du spectacle, que ce discours n'est pas entendable pour toute une partie de la population, Ouais. notamment qui s'envoient mille misères avec les traitements, effets secondaires ou pas, parce que ils ont des thérapeutes qui changent sans arrêt les traitements, ou que eux refusent de prendre un traitement, puis finalement ils y reviennent. On a des parcours très différents, et des Puis fois on des a des effets discussions. secondaires Ouais. différents, chaque corps réagit de façon complètement Et différente. puis on peut avoir des. Je sais que j'ai un parti pris un peu. J'espère, attention, j'espère ne pas faire l'apologie du médicament. Non, vous Voilà. partagez une Mais, expérience qui est la vôtre, mais voilà. ce qui est toujours légitime. Moi, ça fait Mais partie de ce qui change ma vie. ouais. Et du coup, je suis très fan, par exemple, dans l'humour de Muriel Robin, et qui parle, j'ai l'impression d'avoir un peu le même discours, mais des années plus tard. Euh, voilà, elle dit très honnêtement, je ne suis pas capable de vivre sous antidépresseurs. Je pense il n'y a pas que ça. Je ne serais pas capable de vivre correctement sans me faire du mal, et sans faire du mal aux gens qui sont autour de moi et qui m'aident dans ce quotidien psychique, sans mon thymorégulateur. Hmm. Voilà, je questionne ça, c'est comme un deuil qui n'est jamais fait à 100%, mais globalement, je l'accepte au quotidien, et
et je prends ce sacré comprimé matin et soir en étant content, enfin dans la glace de le prendre, quoi. J'avoue. D'avoir une forme de solution. Ouais, Mais je pense que, comme toujours, les deux discours un peu extrêmes existent dans la société où on va à la fois peut-être présenter les médicaments et la psychiatrie parfois comme la seule option, ce qui n'est pas le cas. ce qui Il y n'est a pas le cas. d'autres façons de se soigner. Par exemple, le millepertuis, j'ai appris, est un thymorégulateur. Je le dis Oui. en rigolant. Enfin, on Moi, rigolait je avec suis mon thérapeute. très Je me disais, millepertuis. il faut que je prenne des cuves de millepertuis, quoi. Donc, elle me disait, bah non, pas forcément. Il y a des personnes, effectivement, chez qui ça marche très bien. Toutes les molécules, de toute façon, de synthèse existent dans la nature. Oui. Donc, il y a plein de plantes qui sont des D'ailleurs, thymorégulateurs. quand on parle de millepertuis, il faut toujours préciser, parce que c'est en vente Oui, libre en pharmacie, que c'est oui, incompatible avec beaucoup de traitements oui, hormonaux. Quand on exactement. prend la pilule ou d'autres traitements hormonaux, il faut toujours consulter un médecin. Il ne faut pas se Exactement. shooter millepertuis à la pharmacie comme ça sans Exactement. avoir un avis Ouais. médical. C'était mon petit Non, mais bien point sûr. santé. Donc, oui. Non, mais voilà, mais je pense qu'il faut pas non plus aussi. Il y a parfois aussi un discours qui diabolise les médicaments ou qui en fait quelque chose de honteux ou quelque chose Ça, de ça une fait forme peur. d'échec qui fait peur, etc. Et je trouve que c'est en fait très sain d'avoir des expériences personnelles que vous partagez ce que vous avez vécu. C'est pas en faire l'apologie, mais c'est intéressant et c'est bien aussi de rendre acceptable l'idée qu'on peut prendre des médicaments pour aller mieux et que parfois ça marche Oui. et c'est cool, quoi. Oui, puis c'est intéressant ce que vous dites parce que je me suis demandé il n'y a pas très longtemps si justement on n'avait pas aussi, y compris pour les personnes qui souffrent comme moi de troubles psy et qui prennent un traitement, mais où il y a toujours un rapport conflictuel avec ce traitement et quand on en discute, c'est cette fois je vais l'arrêter, j'en peux plus, c'est sûr. Si ça vient pas aussi du fait que effectivement une autre partie de la population a peur sans être concernée par un trouble psy, donc sans avoir forcément à prendre ce genre de traitement, mais c'est diabolisé comme le mot psychiatrie était diabolisé il y a encore 30 ans et que certaines personnes sont encore persuadées que la psychiatrie c'est vol au-dessus d'un nid de coucou et que du coup c'est un peu la double peine, quoi. C'est-à-dire les personnes à qui ça pourrait faire du bien d'accepter de prendre un traitement sont en conflit avec cette idée-là parce qu'une autre partie de la population qui n'est pas de prime abord concernée a une image négative. Et du coup, je trouve que c'est un peu oui, ça peut être la double peine, quoi. C'est vrai que c'est important de cumuler les témoignages personnels. C'est Oui, c'est ce en quoi je crois. Comme ça, après, Ouais. on se fait une idée à peu près un peu plus nuancée et complexe du réel. Avec le recul, François, quelle est la meilleure de toutes les thérapies? Euh, Bah, quand même aller sur ce canapé, en ce qui me concerne, moi, maintenant, 1 heure par mois, toujours à Lyon. Et toujours à Lyon. Euh, Ça reste ça. Parler, vraiment, et librement. La parole, on me demande beaucoup. Peut-être que j'ai minimisé pendant un temps l'aspect thérapeutique du spectacle, de parler notamment de ce parcours-là et maintenant aussi du livre. Et on verra quel impact ça aura. Et j'espère positif, j'en suis sûr. Mais ouais, vraiment s'asseoir. Mais alors, j'allais dire comme ce qu'on vient de faire. Bon, en même temps, je ne vais pas vous donner ma carte vitale à la fin. Mais et encore que, pourquoi pas? Oui, savoir que j'ai ce rapport de confiance et qu'il y a un espace sacralisé. Donc la thérapie par la parole. Ouais. Bah, merci infiniment d'être venu me parler Merci, aujourd'hui. merci, j'ai Merci, adoré François. ce moment. C'est trop cool, merci. Merci.